Même en été, ce village garda sa fraîcheur, grâce à la présence de nombreux arbres et montagnes ici. La pluie resta très présente. Ainsi, l'agriculture fonctionna avec succès. Dans ce village, la plupart de la population étaient des agriculteurs. Ainsi, Fabien, fils d'un père âgé agriculteur, s'occupa de ses champs. L'acharnement efficace de son travail lui permit de cultiver avec succès sur ses terres du maïs, de la canne à sucre et du riz. Toute son agriculture fonctionna à merveille jusqu'au jour où 3 cochons sauvages, Chubby, Buddy et Ziggy, apparaissent dans sa vie au point de lui gâcher la vie. Les terres de Fabien étaient proches de la colline. Ces 3 cochons étaient facilement sur son champ et commencèrent à endommager toutes les récoltes. Malgré la présence de plusieurs gardiens, les 3 cochons réussissaient toujours à les chasser et de ce fait, les gens avaient peur de s'en approcher à cause de la grosseur de leur corps. Fabien fut très contrarié lorsqu'il vit à chaque fois toutes ces récoltes endommagées. Très inquiet par la situation, il décida d'en parler à son ami et ainsi lui raconter tout ce qu'il s'était passé afin qu'il puisse l'aider à trouver une solution. Tu es inquiet à cause de ça? L'année dernière, des porcs se sont introduits dans mes champs aussi et se sont répandus et ont saccagé toutes mes récoltes. Du coup, j'ai installé un grand filet et j'ai réussi à tous les capturer et ainsi les vendre dans la ferme porcine. J'ai gagné plus d'argent que les dégâts qu'ils m'ont causés. Si tu veux, dis-moi, je te donne le filet. Fais de même et gagne de l'argent aussi. Tout en discutant, il lui donna le filet. Fabien le récupéra et le plaça sur le chemin où les cochons passaient tous les jours entre le pied de la montagne et ses champs. Mais Fabien ne rendait pas compte de l'intelligence de ces 3 cochons. Le lendemain, ces 3 cochons vinrent sur les champs comme d'habitude et virent le filet. L'un d'entre eux dit « Hey, mec, regardez, ils ont mis un filet pour nous attraper. » Laisse, mec. Ils ne savent pas qui nous sommes. On va passer par l'autre chemin. Ah non, mec. On ne peut pas passer sans réagir. Ils ont voulu nous tendre un piège et il faut absolument leur faire quelque chose. Que faire? On va demander au petit rat de venir mordre et déchirer le filet en petits morceaux. Ils allèrent donc dans le champ à côté pour menacer des petits rats et les ramenèrent ici. Les rats déchirèrent en petits morceaux le filet et ainsi les cochons purent réendommager toutes les terres. Fabien arriva sur les lieux en pensant que les cochons seraient capturés dans son filet, mais il fut choqué arrivé sur place et dit « Oh mon Dieu, je pensais avoir capturé les cochons, les vendre et ainsi réparer les dégâts qu'ils ont commis avec l'argent reçu, ami, mais en fait, c'est tout le contraire. Ça n'a qu'empiré ma situation. Que faire maintenant ?» Son ami donna une autre idée à Fabien paniqué. Pourquoi pas faire comme ça? On va couper du maïs, y introduire du poison et les semer devant ton champ. Comme ça, ils vont les manger et mourir. Bonne idée! Essayons de faire ça. Comme lui a dit son ami, Fabien cueillit du maïs, y introduit du poison et les éparpilla dans son champ. Le lendemain, les 3 cochons arrivèrent sur les champs et remarqua les maïs éparpillés par terre. Ziggy s'approcha des épis de maïs et les renifla. « Hey les gars, regardez! Ils ont mis cette fois-ci du poison pour nous tuer. Ils n'ont de plus en plus peur de nous. Il faut vraiment faire quelque chose de gros, comme ça, ils ne nous embêteront plus. » Tu as raison, mais que peut-on faire? Ah, prenons tous ces épis de maïs et allons les mettre dans leur ferme où il y a leurs moutons, que ces abrutis de moutons, chèvres, les mangent et meurent. C'est comme ça qu'ils auront vraiment peur de nous. Excellente idée, mec. Faisons comme ça. Ils prirent donc tous les épis empoisonnés et allèrent les poser dans la ferme des moutons. Les moutons mangèrent tous les épis de maïs et moururent tous les uns après les autres tristement. Voyant cela, Fabien fut encore plus triste et s'effondra sur sa grosse perte. Pour rattraper les cochons,
Ils essayèrent pas mal d'astuces comme creuser plein de fossés pour leur tendre des pièges. Mais quoi qu'ils fassent, les cochons astucieux trouvèrent toujours une solution pour y échapper et surtout pour continuer à endommager les récoltes de Fabien et ceux des champs des autres agriculteurs du village. Tous les agriculteurs étaient très attristés par la situation et furent très en colère contre les 3 cochons. Jusqu'au jour où une maladie mortelle attaqua les cochons. Les porcelets, ne supportant pas cette maladie, commencèrent à mourir les uns après les autres, y compris ceux des méchants cochons. Les truies pleuraient parce qu'elles ne supportaient pas de voir leurs porcelets souffrir et mourir. Si la situation continue comme ça, dans 2 semaines, tous nos enfants mourront. Existe-t-il un moyen de sauver nos enfants? Il n'existe qu'une seule façon. Ah bon? Dis-moi, quelle est cette solution? La solution se trouve dans la main des humains. Comment ça, chez les humains? Oui, il y a quelques jours, plein de chèvres et vaches ont été contaminées par la peste et certaines d'entre elles sont mortes. Alors, le vétérinaire de ce village a préparé un médicament à base d'herbes, l'a donné au reste des animaux vivants. Depuis, la maladie ne s'est plus manifestée chez eux et tous les animaux ont été sauvés. Si on va voir ce vétérinaire, va-t-il nous faire ce médicament et nous le donner? Ils sont très en colère contre nous. Ils ont perdu tout leur champ. À cause de ces 3 cochons, ils ont tellement de pertes. Dès qu'ils vont nous voir, ils vont nous abattre. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être méchant, orgueilleux et égoïste dans la vie. Regardez maintenant, nous avons changé les personnes qui peuvent nous aider en ennemis. Nous avons réalisé nos erreurs. Nous avons compris, tous les 3, qu'à cause de notre entêtement, arrogance, nous leur avons causé trop d'ennuis. Mais si nous allons leur demander pardon, est-ce qu'ils accepteront de nous aider? Si vous allez les voir, ils vont encore plus se fâcher. Alors, que faire maintenant? Je vais aller moi-même leur demander de l'aide pour sauver nos enfants. Si jamais ils veulent m'abattre, je leur supplierai de sauver la vie de nos enfants avant de mourir. Ma vie n'est pas plus importante que la vie de nos enfants. La truie dirigea donc vers le village. Quand les villageois virent arriver la truie, ils s'approchèrent d'elle en colère pour l'attaquer. « Monsieur, pardonnez-nous, nous sommes en grand danger. Sauvez nos petits de la peste, s'il vous plaît. » Si nous sauvons vos petits, ils viendront détruire le reste de nos champs, n'est-ce pas? Monsieur, les 3 arrogants cochons avec beaucoup de regrets n'attendent que de pouvoir vous présenter leurs plates excuses pour vous avoir causé tous ces problèmes. S'il vous plaît, acceptez de nous pardonner et sauver nos petits, s'il vous plaît. En guerre de remerciements, nous serons désormais tous les protecteurs de tous vos champs. Les villageois, émus par les larmes de la truie, lui dirent « C'est bon, ne pleure pas. Le vétérinaire viendra donner des médicaments à vos petits, ne t'inquiète pas. » Ensuite, le vétérinaire Fabien et quelques autres villageois allèrent à l'endroit où vivaient les truies et donnèrent à chaque porcelet le médicament. Dès que les porcelets burent le médicament, ils se redressèrent de suite avec plus de force. « Monsieur, pardonnez-nous. Malgré toutes nos bêtises, vous avez accepté de nous aider au lieu de vous venger contre nous. Pour vous remercier pour votre geste, jusqu'à la fin de nos jours, nous serons les gardiens de tous vos champs. » Tout cela n'est pas nécessaire. Prenez bien soin de vos enfants. Désormais, ne causez plus aucun problème à qui que ce soit. Il ne vous arrivera plus aucun mal. « D'accord, monsieur. Merci infiniment à vous tous. » Lucas dérangea sa mère sans cesse, en lui demandant « Je veux sortir de la maison pour aller jouer, laissez-moi y aller. » Sa mère, ne pouvant plus le supporter, finit par accepter mais, avec condition. « C'est un nouvel endroit, nous sommes arrivés dans cette maison, que depuis 2 jours maintenant. Ne t'éloigne pas trop loin. Joue, près de notre maison, sans traverser la clôture. Ok ? » D'accord, maman. Le père de Lucas est un officier forestier. Il a été muté dans cette zone forestière avec sa famille. C'est pourquoi la mère de Lucas a hésité à le laisser sortir.
Lucas commença à jouer donc à l'extérieur pendant un moment. Il aperçut les pots de fleurs sur le côté qu'ils avaient ramenés. En les voyant, Lucas se dit au fond de lui: Dans notre ancienne maison, il n'y avait pas assez de place. Donc, ces fleurs étaient obligées de rester dans leur pot. Mais ici, il y a beaucoup de place. Alors pourquoi ces fleurs sont-elles encore dans ces pots? Ah, je vais creuser des trous ici pour en planter une ou deux. En voyant cela, mes parents seront très contents. Donc, Lucas commença à peine à creuser un trou qu'une chose blanche heurta sa pelle. Qu'est-ce que c'est ça? Une pierre ou un œuf? C'est si grand. Il le toucha et remarqua qu'il était très solide. Donc il se dit: Ceci est tellement dur. Sûrement ça ne sera pas un œuf, mais plutôt une pierre en forme d'œuf. Il la prit donc et la mise sur le côté. Le lendemain matin, il entendit un bruit, semblable à celui d'un chiot qui aboyait, venant la fenêtre de sa chambre. Lucas sortit dehors pour aller voir, et fut surpris en voyant ce qu'il vit. L'œuf qui était sur le côté fut cassé. Et tout proche de celui-ci se trouva un petit dinosaure attristé. Lucas n'y comprenait plus rien, et se posa la question. Si ce qu'il vit était un rêve, ou si c'était réel. Et se pinça pour s'en rendre compte. Quand il s'aperçut que c'était bien réel, il sauta de joie. Car il adore les dinosaures. Avant, sa chambre était remplie de figurines, affiches de dinosaures. Mais ses pensées étaient trop envahies par sa passion des dinosaures et l'empêcha de bien travailler à l'école. Donc, sa mère enleva tout de sa chambre. Figurines et posters et jeta tout à la poubelle. Et lui interdit désormais de prononcer le mot dinosaure. Malgré tout cela, Lucas porta ce joli bébé dinosaure et le garda dans ses bras. Il n'a pas compris comment cet œuf de dinosaure était arrivé ici. Il commença à se poser plusieurs questions. Mais comment je vais faire pour le ramener à l'intérieur de la maison? Juste pour des figurines dinosaures, maman était très en colère. Alors si je ramène un réel dinosaure, elle va me tuer. Il réfléchit un instant et décida de le garder secrètement dans sa chambre. Il le prit et le cacha dans sa chambre. Et le nomma Dino. Il lui apportait du lait, des fruits régulièrement dans sa chambre, sans que ses parents s'en aperçoivent. Cependant, Lucas, d'habitude aimait ni lait ni fruits, mais depuis quelques jours, il fut très enthousiaste. En les voyant donc, sa mère eut des soupçons, et en a parlé à son père. Chérie, Lucas pleurait toujours pour manger des fruits ou boire du lait. Mais, depuis quelque temps, il en réclame, les prend et les mange. Alors, s'il ne mange pas Tural, même s'il mange Tural, et tu te méfies aussi? Au lieu d'être contente qu'il mange, tu as toujours quelque chose à dire. Alors, va plutôt voir si tu n'as rien d'autre à faire. Lui répondit le père. De cette façon, Lucas réussit donc à faire cela pendant un mois. Dino commença à grandir et se mit à pleurer, car il chercha sa mère. Maman, maman. Lucas se rendit compte que désormais, Dino ne pouvait plus rester ici. Ses parents allaient découvrir la vérité. Il se dit que si ses parents découvrirent Dino, ils iront le déposer dans un zoo. Et Dino ne pourra plus retrouver sa mère, donc il attendit que personne ne soit à la maison, et prit Dino, et l'emmena dans la forêt se trouvant derrière sa maison. Il s'arrêta devant un grand buisson, et dit à Dino: Dino, reste ici dans ce buisson. Tu seras en sécurité. On va retrouver ta maman sans faute. D'accord, ramène ma maman. D'accord, sois prudent, dit-il, et repartit chez lui pour réfléchir comment retrouver la maman de Dino. Un renard, qui habitait dans ce buisson, se baladait dans la forêt, et revint vers son buisson, et aperçut étonné Dino là-bas. Et lui dit: Qui es-tu? Que fais-tu dans mon buisson? Moi, je cherche ma maman. Quand elle viendra, je repartirai avec elle. Je suis ici pour être en sécurité. Mais si je me cache ici, c'est pour attraper et manger des lapins, des petits animaux qui passent par là. S'il reste ici, aucun animal par peur ne passera par ici. Je n'aurai plus de nourriture. Que faire maintenant? Réfléchissait le renard, et se dit qu'il doit lui dire un mensonge pour le faire partir d'ici. Il dit donc à Dino: Cherches-tu ta maman? Je l'ai vue au bord de la rivière à l'instant. Vraiment? As-tu vu ma mère? Est-ce que tu peux me ramener auprès d'elle? S'il te plaît! Certainement.
Quand je te vois, tu me fais de la peine. Viens, je vais te ramener. Ils partirent tous les deux dans la forêt. Sur le chemin, ils aperçurent une scierie délabrée. Le renard pensa de suite que c'était l'endroit idéal pour l'enfermer à clé. Le bébé dinosaure afin qu'il ne revienne pas dans son buisson et lui cause des problèmes. Donc il dit Dino. Viens. Il faut passer par là pour aller retrouver ta maman de l'autre côté. Vraiment? Ok, allons-y. Dino entra donc dans la scierie. Le renard rusé, attendu que Dino entra totalement dans la scierie, ferma la porte et la bloqua. Hey! Mais que fais-tu? Pourquoi m'as-tu enfermé à l'intérieur? Ouvre la porte! Ouvre la porte! Où est ma maman? Cria Dino de l'intérieur. Le renard s'enfuit sans répondre. Dino cria à la porte en essayant de l'ouvrir. Il ne comprit pas pourquoi le renard avait fait ça. Durant toute la nuit, Dino affamé pleura d'être bloqué à l'intérieur. Le lendemain matin, Lucas venu voir Dino, mais ne le trouvant pas fut très apeuré. Il le chercha partout mais ne le trouva pas. Chercher Dino dans la forêt était une peur pour lui, donc très attristé il repartit chez lui. Dino, coincé à l'intérieur, commença à crier très fort en pensant que quelqu'un puisse l'entendre et le sauver. Soudain, quelqu'un cassa la porte et entra. Dino regarda effrayé. C'était effectivement la maman de Dino, qui avait reconnu la voix de son fils à des milliers de kilomètres et qui s'était précipitée pour le voir. « Mon fils, comment es-tu venu ici ?» lui demanda-t-elle en lui faisant un câlin. Dino était très heureux de voir sa mère. Il lui raconta donc ce qui s'était passé. « Dans ce monde, il y a plus d'hypocrites que de bonnes personnes. Et il ne faut pas faire facilement confiance à personne. » D'accord, maman. Ok, viens. Rentrons chez nous. Maman, avant de rentrer chez nous, pouvons-nous aller remercier Lucas de m'avoir protégé autant de jours? Il me cherchera là-bas. Oui, viens. Il ne faut jamais oublier ceux qui nous ont aidés. Après avoir dit cela, ils se dirigèrent tous les deux vers ce buisson pour voir Lucas. À ce moment-là, le renard qui avait trahi Dino vint devant eux en courant. Il était poursuivi par un grand loup. Lorsqu'il vit Dino et sa mère, il se cacha derrière eux, en leur suppliant de le sauver. « Maman, c'est ce renard qui m'a enfermé à l'intérieur de la scierie. » Vraiment? Pourquoi as-tu enfermé mon fils à l'intérieur? Qu'a-t-il fait de mal? J'ai fait une bêtise. Je suis désolé, j'ai fait ça parce que je voulais être seul dans le buisson. Maintenant, ce loup veut me tuer, parce qu'il veut être dans ce buisson. J'ai été puni immédiatement pour mon erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi et sauvez-moi de ce loup. Supplia-t-il en pleurant. La maman de Dino souleva donc le loup avec son long cou et le jeta très loin. Le loup effrayé s'enfuit de la forêt. Réalisant son erreur, le renard eut très honte. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne ferai plus jamais de mal à personne. Ok, laisse tomber, allons remercier ce garçon. Ils retournèrent donc, tous les trois vers le buisson. En arrivant dans le buisson, Dino et sa maman commencèrent à faire beaucoup de bruit. Lucas, qui était chez lui, immédiatement reconnut la voix de Dino et courut vers le buisson. Quand il arriva au buisson, il fut très surpris. Lucas était ravi de voir Dino à côté de sa maman. Il courut et serra Dino dans ses bras. « Lucas, j'avais oublié l'endroit où j'avais enterré l'œuf. Je le cherchais partout. Heureusement qu'il est tombé entre tes mains. Merci beaucoup Lucas pour ton aide. » dit-elle avec compassion. Dino et sa maman ont remercié Lucas et lui ont dit au revoir. Mais la maman de Dino vit que Lucas et Dino étaient trop tristes. « Ne t'inquiète pas Lucas, on viendra te voir souvent ici. Dès qu'on viendra, on criera tous les deux, alors tu pourras venir le voir. » Lucas, si tu veux voir Dino, viens ici et dis-le-moi. J'irai le chercher. Oui, c'est aussi une bonne idée. Tout le monde sourit et se dit au revoir. Bonjour mes amis,
Je suis tellement excitée de vous présenter cette fabuleuse histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Fratourns, c'est le moment parfait pour plonger dans l'aventure. Cliquez vite sur le bouton s'abonner et ne manquez plus aucune de nos incroyables aventures. Dans les profondeurs de l'océan, tout près d'une île inconnue, vivait une petite sirène nommée Alina. Alina, ayant des yeux brillants comme des perles, avait un rêve. Elle aurait bien voulu aller visiter et rencontrer des humains, dans le monde se trouvant en loin vivant sur la terre. Sous l'océan, je rêve de marcher sur tes terres. Les vagues me retiennent, vers toi mon cœur espère. Sous la lune argentée, je vois votre monde briller. Sirène prisonnière, je veux m'évader. Quitter la mer pour toi, vivre comme toi là-bas. Hey Alina, ton chant est superbe. Tu réfléchis encore à ton rêve d'aller sur la terre des humains? Alina, te rappelles-tu que ton père n'aime pas cette idée? Oh Lara, j'aimerais tant aller sur la terre des humains et respirer l'air pur. J'aimerais tant que mon rêve se réalise. Peut-être un jour ton rêve se réalisera, mais sois toujours prudente. Méfie-toi des humains. Ils ne sont pas toujours corrects. Le lendemain, quand Alina était en train de nager, elle aperçut au fond de la mer un diamant scintillant. Elle le prit et appela sa sœur pour lui montrer. « Hey, Lara, viens voir. Je viens de trouver un joli diamant scintillant. Je pense que c'est un diamant ensorcelé. À mon avis, il doit appartenir à la sorcière de la mer. Sois prudente. Je vais le ramener à la sorcière et en échange, je vais voir si elle me propose d'exaucer des vœux à la place. Peut-être pourra-t-elle exaucer mon vœu de longue date. » Bienvenue, petite sirène. Pourquoi es-tu venue ici? Que veux-tu? J'ai trouvé ce joli diamant dans la mer. En pensant qu'il vous appartienne, je l'ai apporté ici. Neria fut très ravie qu'Alina lui rapportât son diamant ensorcelé perdu, car à cause de cette perte, elle avait perdu tous ses pouvoirs maléfiques. Oui, ce diamant m'appartient. Cela fait 1 semaine que je l'ai perdu et que je suis en train de le chercher partout. Je te remercie infiniment de me l'avoir ramené. À ce même moment, Neria entendit sa voix divine. Neria, dû à ton manque d'attention, tu as perdu ton diamant maléfique. Cette sirène te le ramènera pour la remercier. Demande-lui un de ses souhaits et réalise-le. Oh là là, mais si je fais ça, je perdrai tous mes pouvoirs. Je ne pourrai que maudire. Ça, c'est la punition due à ton manque d'attention. Ne t'inquiète pas. Exauce-lui un vœu pendant une certaine période. Comme ça, tu retrouveras tes pouvoirs perdus à son retour. Ok, je vais faire comme cela. Neria se tourna vers Alina. Chère sirène, pour te remercier pour ton acte, je voudrais t'exaucer un de tes souhaits. Demande-moi ce que tu veux. Alina, contente d'avoir entendu la question qu'elle aurait voulu entendre, lui demanda de suite. Je souhaiterais aller sur la terre des hommes et faire connaissance avec les hommes. Pouvez-vous m'aider? Quand une sirène rejoint la terre des hommes, ce n'est pas si facile que ça. Tout de même, je vais exaucer ton vœu, mais il existe une condition. Tu ne pourras rester là-bas que pour une durée d'1 mois en étant une femme muette. Comme une femme muette? Mais comment je vais faire? Cela est juste pour te protéger. Tu garderas tout le temps ce collier sur toi. Attention, je te préviens que si tu l'enlèves, tu perdras la possibilité de revenir en sirène. Tu disparaîtras en poussière. De même, tu ne pourras plus revoir tes parents ni tes frères et sœurs. Alina, par envie de réaliser son rêve, accepta le deal de la sorcière. Dès que son vœu fut exaucé par la sorcière Alina, elle se transforma en une magnifique jeune femme humaine. Alina contempla la beauté de la mer en réfléchissant au chemin qu'elle allait prendre, quand un jeune homme ébloui par la beauté de Alina se dirigea vers elle. Mademoiselle, qui es-tu? Que fais-tu ici? Alina voulait lui répondre, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle fut tellement déçue de la perte de sa voix. Oh, tu es muette? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je retourne à mon château. Accepterais-tu de venir avec moi? Alina, souriante, lui répondit en hochant la tête. Le prince amena donc Alina au château, où elle y commença à apprendre à vivre comme une humaine. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et commencèrent à tomber amoureux l'un envers l'autre. Alina était tellement envahie par cet amour qu'elle en oublia sa famille.
la peine de sa perte de sa voix et ses tristesses. Mais quand elle se retrouvait toute seule, une voix ressortait sans cesse de son collier pour lui rappeler son deal. « Alina, il ne te reste plus que 2 semaines. Dans 2 semaines, tu devras revenir ici. Donc ne laisse pas ton cœur s'attacher à l'amour, l'amitié. Après, tu seras trop triste. » 1 semaine passa, mais Alina ne changea rien en son comportement avec le prince. Donc la sorcière vint dans le rêve d'Alina. « Alina, il ne te reste plus qu'1 semaine. Samedi prochain, rejoins-moi à la mer. Je te ramènerai chez toi. Tu pourras retrouver comme avant ta belle voix et revoir ta famille. » Alina, le lendemain matin, pensa toute triste au message que la sorcière lui avait dit dans son rêve. Le prince remarqua sa tristesse et décida de lui offrir un collier diamanté pour lui remonter le moral. Alina, voyant ce joli collier, pensa de suite à la condition que lui avait dit la sorcière si elle enlèverait son collier. Par peur, elle refuse donc de porter le magnifique collier que lui a apporté le prince. Mais le prince, déçu qu'Alina refuse son cadeau, enleva lui-même de force le collier que la sorcière lui avait mis. Dès que le prince lui a retiré le cou, une tornade de sable tourna autour d'elle. Alina, surpris par la réaction du prince et en voyant la tornade autour d'elle, lui demanda « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Le prince, étonné, ébloui par le son, la beauté de la voix d'Alina lui dit « Mais tu parles ?»« Oui, bien sûr. J'ai dû sacrifier le son de ma voix pour faire exaucer mon vœu pour venir ici. » Ainsi, Alina lui raconta toute son histoire. « Mais il y a une chose que je ne comprends pas. La sorcière m'avait dit que si j'enlèverais le collier, je disparaîtrais en sable. Mais rien ne s'est produit encore ?» À ce moment-là, le prince fit tomber par erreur ce fameux collier de sorcière. Il se brisa. En un instant, le collier cassé disparut et un joli perroquet apparut. Le perroquet se dirigea de suite vers le prince et dit « Merci beaucoup, cher prince. Vous nous avez sauvés, moi et Alina, du filet de la sorcière. » Alina, étonnée par ce que vient de dire le perroquet, lui dit « Tout cela est très étrange. » Alina, le vœu qui t'a été réalisé ne doit durer pas plus d'1 mois. C'est comme ça que la sorcière pourra récupérer ses pouvoirs. C'est pour cela que la sorcière t'a menacé en te privant de ta voix et t'a dit que si tu ne reviendrais pas dans 1 mois, tu partirais en sable. Elle t'a menti. Ah bon ? Elle aurait mieux fait de ne pas accepter de réaliser mon vœu. Elle n'a accepté de réaliser ton vœu par bon cœur. C'est une punition qui lui a été affligée due à son manque d'attention, car elle avait perdu son diamant maléfique. Donc, elle m'a transformé en collier et a jeté un sort pour que ta voix soit muette. Ah, mais c'est pour ça que j'ai retrouvé ma voix dès que j'ai enlevé de mon cou. Mais pourquoi je ne pourrai plus jamais redevenir une sirène? Je dois rester comme ça. Non, c'est à partir d'aujourd'hui que ton vœu va vraiment se réaliser. Tu pourras désormais redevenir une sirène quand tu le veux et redevenir une femme humaine quand tu le veux. Alina fut tellement heureuse après tout ce qu'elle avait entendu. Le perroquet s'en alla. Le prince décida de demander en mariage à Alina. Alina accepta avec joie sa demande et lui dit « Mes parents doivent être à ma recherche. Si vous êtes d'accord, puis-je aller les voir et leur expliquer la situation et revenir avec les bénédictions ?» Bien sûr, Alina. S'ils le souhaitent, nous pouvons organiser un mariage sur un immense bateau au milieu de la mer pour qu'ils puissent y assister. Alina alla retrouver ses parents et revint avec leur bénédiction. Le mariage se fit en présence des parents d'Alina, en plein milieu de la mer sur un immense bateau. Depuis ce jour, Alina était désormais libre de vivre entre les 2 mondes comme elle le souhaitait. Il était une fois un jeune homme prénommé Arthur qui vivait dans un petit village, qui prit soin de sa mère et de son père en coupant et vendant du bois chaque jour. Un jour, en allant au travail, il vit des petits-enfants qui jouaient avec un corbeau, qui était tombé et qui souffrait car il n'arrivait pas à voler. Arthur se rendit compte que les enfants ne virent pas les souffrances de ce corbeau. Donc, Arthur sauva le corbeau des mains des enfants, le soigna, le nourrit en lui donnant des fruits à manger, et il le déposa sur un arbre à fruits dans la forêt voisine. 2 ou 3 jours passèrent, Arthur se rendit dans la forêt voisine pour couper du bois comme d'habitude. Quand un aigle vint à ses côtés et lui dit « Bonjour monsieur, notre royaume des oiseaux vous transmet ses remerciements. » Merci pour moi. Pourquoi ? demanda-t-il très surpris. Pour avoir sauvé la reine de notre royaume. Quoi ? J'ai sauvé votre reine ? Que racontes-tu ? Je pense que tu me confonds avec une autre personne. Rappelez-vous. Il y a quelques jours de cela, vous avez sauvé un corbeau, n'est-ce pas? C'était la reine de notre royaume. Vraiment ? Un corbeau est la reine de votre royaume ? demanda Arthur surpris. Oui, c'est notre reine. J'ai reçu l'ordre de vous ramener avec moi pour vous rendre un hommage royal
et vous remercier, au nom de tout notre royaume. Dit-il. Où est votre royaume? Comment puis-je y aller? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous montez, simplement sur mon dos. Je vous emmènerai, dans notre royaume. Après avoir dit cela, l'aigle s'agrandit, pour que Arthur puisse monter sur son dos. Arthur grimpa donc sur le dos de l'aigle, très surpris. Cet aigle vola très loin, et traversa de nombreuses mers et montagnes, pour arriver finalement au royaume. Lorsqu'il entra dans le royaume, il fut accueilli par une belle jeune fille, ailée. Bienvenue, au royaume des oiseaux. Vous êtes? Je suis la reine de ce royaume. Quand je suis venue déguisée pour visiter vos alentours, j'ai été blessée, et je suis tombée. C'est à ce moment-là que vous m'avez sauvée. Vous êtes tellement belle, et c'est vous qui êtes venue sous la forme d'un corbeau? Oui. Un festin royal fut organisé pour Arthur impressionné. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici. Notre hospitalité vous sera toujours offerte, sans limite. Cette nouvelle vie était très excitante pour Arthur, qui avait toujours vécu dans la pauvreté depuis sa jeunesse. Il accepta donc d'y rester. Arthur vécut confortablement au royaume des oiseaux, et 3 années se sont écoulées. Mais, un jour, Arthur pensa à ses parents et fut nostalgique. Il avait envie de les revoir. Donc, il décida d'aller en parler à la reine. Reine, j'ai envie de revoir mes parents. Pourriez-vous me donner la permission d'aller les voir? Bien sûr. Si vous voulez y aller, vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Quand vous aurez besoin d'aide, ouvrez et regardez dans cette valise, elle vous sera très utile. La reine lui offrit une belle valise. Arthur monta sur le dos de l'aigle et arriva dans son village. L'aigle le laissa, lui dit au revoir, et s'en alla. Mais, il n'y avait plus aucune trace de son ancien village. Tout avait changé. L'endroit était devenu une grande ville. Arthur demanda, très confus à un vieil homme, qui vint vers lui. Monsieur, il y a 3 ans, il y avait ici un village appelé Tolosa. Mais il n'y a aucun signe de ce village maintenant. Il y a 3 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai 80 ans. Je suis né ici et je vis dans cette ville depuis... Ah, mais oui, je me souviens. Mon arrière-grand-père m'avait dit qu'il y a 300 ans, un village qui s'appelait Tolosa était ici. Mais toi, tu me dis il y a 3 ans. Je ne comprends pas. Arthur choqué. Comment ça, 2020? En quelle année sommes-nous maintenant? Nous sommes maintenant en 2023. Tu as oublié ça aussi? C'est alors que Arthur, encore une fois choqué, comprit que 3 ans au royaume des oiseaux font 300 ans ici. Il est parti d'ici dans les années 1700 et vient juste de revenir. Il pleura en regrettant que si c'était il y a 300 ans, son père et sa mère seraient morts depuis de nombreuses années. Il s'assit et il pleura. C'est alors qu'il se souvint de la belle valise que la reine lui avait offerte. Il ouvrit immédiatement la valise et fut recouvert par une lumière. Soudain, des ailes apparurent sur son dos et commencèrent à bouger au point de le faire voler. Les ailes l'emmenèrent au royaume des oiseaux. Arrivant au royaume de nouveau, il fut accueilli par la reine. Reine, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, tout est mystérieux. Il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui est le jour où toutes les malédictions ont pris fin. C'est le jour où il a été décidé que nous devrions désormais vivre comme roi et reine de ce royaume comme avant. Venez, commençons nos vies perdues. Dit-elle, la reine et Arthur rentrèrent ensemble tous les deux dans le royaume. Il était une fois, dans un village paisible, placé entre des collines verdoyantes, vivaient des villageois qui accueillaient les nouveau-nés avec beaucoup de joie et festivité. Mais un jour, l'arrivée d'un redoutable dragon sema la terreur dans ce village. Il avait pour but de voler tous les nouveau-nés sans raison. Le village jadis joyeux sombra donc dans la tristesse et colère, parce que les familles pleuraient de la perte de leurs tout-petits. Les rues résonnaient, des murmures indignés des villageois, demandant vengeance contre le dragon qui avait brisé leur bonheur. Ils décidèrent donc de se regrouper pour prendre une décision. Vous savez bien, ce qui se passe dans notre village. Nous avons déjà perdu une dizaine d'enfants. C'est honteux de laisser nos enfants se faire enlever sans rien faire.
Un homme courageux se nommant Aymeric, père de l'un des enfants disparus, décida de prendre les choses en main et prend la parole tout fort. Oui, chef, la tristesse que je vis depuis quelques jours est très douloureuse. Je ne souhaite à personne de subir cela désormais. Je me porte volontaire pour aller affronter ce dragon et mettre un terme final à ces drames. Envahi par la douleur de la perte et le désir de faire justice, il se mit en chemin pour aller voir le dragon maléfique. Aymeric, armé de son arc et flèche, se mit à suivre les traces du dragon jusqu'à ce qu'il le découvre caché au sommet d'une montagne escarpée. Aymeric s'approcha tout doucement et se cacha de façon à ce que le dragon ne le voie pas. Il prépara sa flèche pour la lancer sur le dragon au bon moment. Le dragon commença à s'assoupir. Aymeric en profita pour le viser avec sa flèche. Le dragon, surpris, blessé, tourna de suite son regard vers Aymeric, s'effondra et lui dit d'une voix faible. « Aymeric, tu as commis une grosse erreur. Tu ne connais pas la vérité. » « Quelle vérité veux-tu que je sache ? Tu voulais me dire que manger des centaines de nos enfants était pour sortir d'un mauvais sort ? Et que tu vas nous donner des choses en échange ? Non, mon ami. Je l'ai fait justement pour protéger vos enfants. » Protéger nos enfants ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, c'est ça la vérité. Le roi de la région informé par son astrologue qu'un homme de 20 ans de ce village mettrait fin à son règne dans 2 décennies. Par peur et paranoïa, il décida donc de tuer tous vos enfants récemment nés pour prévenir de cette prophétie. Donc, quand je l'ai su, j'ai décidé de protéger vos enfants en les volant et les garder en sécurité. Choqué par cette révélation, Aymeric comprit que le véritable ennemi était le roi lui-même. Le dragon, en train de mourir. « Aymeric, c'est dommage que j'aille de ce monde sans finir la mission que j'ai commencée. Ce n'est pas grave. Es-tu d'accord pour prendre le relais, pour sauver les enfants ?» Oui, je le veux bien, mais comment dois-je faire si tu n'es plus là ? Déjà, sache qu'une fois que je serai mort, brûle-moi complètement et récupère mes cendres et étale-les sur tout votre peuple. Ils auront une puissance inimaginable qui vous permettra de vaincre les forces du roi et lui-même. Avant son dernier, il demanda à Aymeric de récupérer les enfants qu'il avait enlevés en les cachant dans un lieu sûr, loin des yeux du roi. Et mourut. Aymeric, désormais investi d'une mission cruciale, retourna au village avec les cendres du dragon. Tout le monde attendit la nouvelle. Chers amis, j'ai tué le dragon. Hourra ! Hourra ! Calmez-vous, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il révéla la vérité que le dragon lui avait dit. La colère contre le dragon se transforma en une fureur dirigée vers le roi tyrannique. Le village se rallia autour d'Aymeric. Les villageois se préparèrent pour une confrontation épique contre les forces du roi et s'étalèrent, comme le dragon l'avait dit, les cendres sur eux. Les personnages se développèrent en de vrais soldats, de combats avec une énergie et force inimaginables. Les habitants s'en allèrent tous rencontrer le roi pour l'affronter. La quête pour sauver les enfants se transforma en une aventure pleine de rebondissements. Les soldats combattirent de façon surprenante et magique les forces du roi. Le combat fut très dur, mais les villageois luttèrent tous de toute leur force pour la survie, l'avenir et la liberté de leurs enfants. Tous les villageois finirent par vaincre les forces du roi et le roi lui-même, et revinrent victorieux et l'esprit tranquille d'avoir mis fin à cette tyrannie. À la fin de cette saga, le village avait changé. Les liens qui les unissaient s'étaient renforcés, la confiance rétablie et la justice rétablie. Les enfants, sauvés de l'ombre menaçante du roi, grandirent dans un monde meilleur, éclairé par la lumière de la vérité et de l'espoir. L'histoire se conclut avec une leçon puissante sur la résilience, la loyauté et la capacité de l'humanité à surmonter l'adversité. Il était une fois, Sylvie vivait dans un petit village avec son fils Nico. Veuve, Sylvie était forcée d'aller travailler pour gagner sa vie. Un jour, l'usine où elle travaillait ferma. Elle se retrouva sans travail ni argent, et elle se battait quotidiennement avec son fils pour se nourrir. Elle décida d'aller demander de l'aide à son frère qui vivait à côté de chez elle. Immédiatement, sa belle-sœur Brigitte lui répondit « Nous-mêmes sommes en train de payer les frais d'école de notre fils avec difficulté. Et tu nous demandes de t'aider.
La belle-sœur lui répondit sèchement et la renvoya. « Dis-moi, Brigitte, elle nous demande de l'aide car elle est en difficulté. Pourquoi ne pas l'aider ? Donne tout à ta sœur et moi, et mon fils seront à la rue. On ne peut pas discuter avec toi. Laisse tomber. » Brigitte possédait beaucoup d'argent, mais empêcha son mari d'aider Sylvie. Vu que Sylvie galérait tout le temps pour l'argent à droite et à gauche, Michel le voisin lui dit « Sylvie, je suis très gêné de te voir souffrir comme ça. Je n'ai pas d'argent pour t'aider malheureusement, mais je te propose une chose. Tu as une chèvre, non? Envoie-la demain matin au marché des chèvres. Je travaille là-bas, je te la vendrai à un bon prix. Tu pourras vivre pendant quelque temps sans souci. » Oui, frère, je n'ai pas d'autre choix que de vendre ma chèvre aussi. J'enverrai la chèvre avec Nico demain matin. Ça marche. Le lendemain matin se leva, Sylvie envoya donc sa chèvre avec Nico au marché. Sur son chemin, Nico rencontra un vieil homme avec un joli poisson dans un bocal en verre. « Monsieur, ce poisson est très beau. »« Petit, aimes-tu ce poisson? Le veux-tu? »« Je l'aime bien, mais je n'ai pas d'argent pour acheter ce poisson. »« Ce n'est pas grave si tu n'as pas d'argent. À la place, tu as cette chèvre, non? Achète ce poisson en échange de ta chèvre. »« Quoi? Monsieur, vous me demandez une chèvre contre un poisson? Quel est le prix d'une chèvre et d'un poisson? C'est pas du tout pareil. Il faut que ce soit équitable. » « Écoute, petit, ce poisson n'est pas un poisson ordinaire. C'est un poisson miraculeux. Si tu gardes ce poisson à la maison, beaucoup de richesses s'y remplira. Je vais bientôt mourir, donc je voulais te le donner. » Vu le visage lumineux de ce vieux monsieur, Nico sentit la sincérité de ses paroles. « Ok, monsieur, je suis d'accord. Tenez, ma chèvre. » Nico a donc échangé sa chèvre, ramena le poisson à la maison. Sa mère, le voyant arriver avec un poisson, lui posa des questions. « Où est la chèvre? Qui t'a donné ce poisson ?» Nico raconta à sa mère ce qui s'était passé. Sa mère se mit très en colère et lui dit « T'es bête ou quoi? T'as un cerveau ou pas? Est-ce que quelqu'un échangerait une chèvre pour un petit poisson? Ce vieil homme t'a bien arnaqué. Montre-moi où est cet homme. » Elle le prit avec colère et se dirigea donc vers l'endroit où se trouvait le vieux monsieur. Ne trouvant le monsieur nulle part, Nico avait beau lui donner des explications, sa mère ne le croyait pas. Elle rentra donc en colère chez elle en le maudissant. Nico a ramené ce poisson à l'intérieur de sa maison. Sa mère le remarqua et dit « Déjà, nous-mêmes, nous n'avons pas assez de nourriture pour vivre. Pauvre poisson, doit-il aussi mourir avec nous sans nourriture? Emporte-le avec toi et laisse-le dans le lac. » Nico essaya de la persuader, mais sans fin. Il fut obligé de ramener le poisson dans le lac voisin. Le lendemain, sa mère, toujours furieuse, n'arrêtait pas de gronder Nico. Alors il vint s'asseoir tout triste au bord du lac. Soudain, ce poisson sortit du lac. « Nico parut surpris de voir le poisson. « Tu sais parler? Je suis un poisson magique. Parler n'est pas une chose difficile pour moi. Pourquoi es-tu assis aussi triste? » Ma mère n'a pas arrêté de me gronder. « Ok, laisse. Pauvre dame, ses difficultés l'a fait parler comme ça. Mais c'est une bonne personne comme toi. Désormais, je ne vous laisserai pas souffrir comme ça. Tiens, prends cette pierre et ramène-la chez toi. Demain, tous vos soucis disparaîtront. » Le poisson lui donna donc une pierre qu'il prit avec joie et rentra chez lui. Le lendemain matin, leur maison s'était transformée en la plus grande maison du village, avec à l'intérieur plein d'argent et bijoux. Et ils devinrent très riches. Nico, très heureux, raconta donc l'histoire de la pierre précieuse donnée par le poisson magique. Surprise, sa mère se rendit immédiatement au bord du lac et s'excusa auprès du poisson magique. « Je ne vous en veux pas du tout. Qui que soit dans votre situation aurait réagi de la même façon. Si c'est vrai que tu m'as pardonné, tu dois accepter de venir chez nous sans rester ici. » Le poisson accepta, sans aucune objection. Nico et sa mère vécurent heureux avec le poisson. Apprenant l'histoire du poisson magique, sa belle-sœur commença à pleurer de jalousie. Elle ne supporta pas que Sylvie soit devenue plus riche qu'elle. Elle décida donc de voler le poisson magique et paya des valeurs pour le faire. Une nuit, les voleurs réussirent leur coup et ramenèrent le poisson chez la belle-sœur. Elle réclama au poisson plein de choses. Une plus grande maison que Sylvie, meilleur confort, etc. Le poisson resta silencieux pour toutes ces demandes. Elle attendit donc jusqu'au lendemain matin pour voir les changements. Mais rien ne se produit. « Pourquoi ne nous donnes-tu rien à nous ?
T'as donné beaucoup à Sylvie. Je le fais que pour ceux que j'aime. Je ne peux pas le faire pour tout le monde. Vraiment, si demain matin tu ne fais pas plus que ce que tu as donné à Sylvie, je te couperai en morceaux. À toi de choisir si tu veux rester en vie. La belle-sœur patienta encore un jour. Le lendemain, elle se mit très en colère car le poisson n'avait toujours rien donné. Alors elle prit un gros couteau et alla vers lui pour le couper. Mais le poisson disparut immédiatement comme par magie. Et de suite, la maison et tout ce qui se trouvait autour d'elle disparut. Elle commença à pleurer tout fort. Sylvie et Nico prirent connaissance de la situation de la belle-sœur et eurent pitié d'elle. Ils lui demandèrent d'aller demander pardon au poisson en restant devant le bocal où ils étaient avant. Brigitte ramena donc son mari et son fils et alla chez Sylvie pour demander pardon devant le bocal. Poisson magique, je suis désolée. Je ne connaissais pas ton pouvoir et je me suis comportée comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Rends-moi ma maison. S'il te plaît. Voyant son mari innocent et son fils pleurer, le poisson magique réapparut devant eux. Je te pardonne à cause de ces deux personnes. Rentre chez toi. Tout y sera comme avant. Arrête d'être jalouse des autres désormais. Apprends à être heureuse avec ce que tu as déjà. Merci beaucoup, poisson magique. À partir de maintenant, je ne serai plus jalouse de quoi que ce soit. Brigitte était très heureuse de retrouver sa maison. Le poisson regarda Nico et Sylvie et dit « Le temps est venu pour moi de vous dire au revoir. » Le poisson magique les bénit et disparut. Il était une fois, dans un village au cœur des montagnes, vivait un petit ogre nommé Grognon. Contrairement à ses parents, qui aimaient effrayer les humains. Grognon avait un rêve bien différent. Il voulait jouer au football avec les enfants humains. Mais il ne savait pas comment le leur demander. Grognon avec ses parents. Grognon agité joue avec un ballon de football qu'il avait fait lui-même avec de vieux chiffons. Maman, papa, je peux vous poser une question? Bien sûr, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend, Grognon. Si c'est pour manger plus de légumes, la réponse est non. Non, ce n'est pas ça. Je voudrais jouer au foot avec les enfants humains. Silence. Ogre papa et ogre maman se figent. Leurs yeux s'écarquillent. Mais, Grognon, tu sais bien que nous ne fréquentons pas les humains. Ils ont peur de nous. Et nous, les ogres, nous ne jouons pas à des jeux humains. Pourquoi voudrais-tu jouer avec eux? Papa, j'ai vu des enfants jouer au foot dans le parc près du village. Ils riaient, couraient, s'amusaient tellement que j'avais envie de jouer avec eux. Je suis sûre qu'ils m'accepteront si je leur demande gentiment. Mais mon chéri, tu es un ogre. Les humains ne comprendront pas. Ils pourraient s'enfuir en criant ou pire, t'attaquer. Peut-être, mais je veux essayer. Je ne veux pas être un ogre qui fait peur. Je veux être un ogre copain, qui joue au foot avec eux. Je sais que je peux être un bon joueur. Ogre papa se gratte la tête, un peu perplexe. Ogre maman regarde son fils avec tendresse, mais reste inquiète. D'accord. Si c'est ce que tu veux vraiment, Grognon, je vais te conduire au village. Mais si les humains crient ou essaient de te chasser, tu reviendras immédiatement, compris? Merci papa, merci maman, vous verrez, tout ira bien. Le lendemain matin, Grognon et Ogre papa marchèrent sur le sentier qui mène au village. Grognon marcha avec son ballon en chiffon sous le bras, tandis qu'Ogre papa avança avec prudence, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il ne croise pas d'humains avant l'heure. « Grognon, souviens-toi ce que je t'ai dit. Pas de rugissement, pas de bondissement effrayant. Sois gentil. » « Je le serai, papa, promis. » Alors qu'ils s'approchèrent de la clairière, Grognon excité et nerveux aperçut un groupe d'enfants qui jouaient au football. Les enfants criaient, souriant en courant derrière le ballon. Ils ne remarquèrent pas encore la présence des deux ogres. Bon, on est là. Vas-y. Mais je reste caché derrière ces arbres. Si quelque chose se passe mal, je te ramène immédiatement à la maison. D'accord, papa, je vais le faire. Grognon s'avança lentement vers les enfants, son ballon à la main. Il trembla un peu, mais prit son courage à deux mains puis avança. « Un garçon, Timéo,
aperçut Grognon en premier. Surpris, il arrêta donc de jouer par curiosité. Les autres enfants remarquèrent alors la présence de l'ogre et s'arrêtèrent de jouer aussi. « Oh, t'es un ogre !» Oui, je suis un ogre, mais je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste jouer au foot avec vous. » Les enfants incertains se regardèrent les uns des autres. Certains reculèrent légèrement par peur, mais seul Timéo resta immobile, intrigué. Un ogre qui veut jouer au foot? C'est bizarre, non? Peut-être, mais moi, j'adore le foot. C'est mon propre ballon. Je peux jouer avec vous? Un autre enfant, Lisa, s'approcha un peu plus près de Grognon. Tu ne vas pas nous manger? Hein? Non, jamais. Je n'aime pas les humains. Enfin, je veux dire, je n'aime pas manger les humains. Les enfants éclatèrent tous de rire, ce qui détendit l'atmosphère. Timéo fit un signe de la main vers Grognon. Ok, tu peux jouer avec nous, mais si tu joues mal, tu es dehors, ogre ou pas. Grognon, content, rejoigna le groupe. Les enfants lui montrèrent comment faire des passes avec le ballon. Ils commencèrent à jouer ensemble. Grognon se révéla être un excellent joueur, malgré sa grande taille et ses pieds énormes. Il courut avec agilité, fit des passes précises. Ses tirs furent puissants au point que les enfants soient impressionnés. Waouh, t'es super bon en fait. Comment tu fais ça? Ha ha ha. J'ai beaucoup pratiqué avec des rochers chez moi. Mais un vrai ballon, c'est encore plus facile pour moi. T'es un avantage dans notre équipe. Personne ne pourra marquer comme toi. Le match continua et Grognon s'amusa comme jamais. Les enfants prenaient du plaisir à jouer avec lui, au point d'en oublier qu'il était ogre. L'amitié et le sport ont uni les deux mondes. Le soleil commença à se coucher, et Ogre Papa sortit de sa cachette tout fier de voir la réussite de son fils. Il s'approche doucement de Grognon. « Grognon, il est temps de rentrer. » D'accord, papa. Merci de m'avoir laissé jouer. Tu dois déjà partir? Oui, mais je reviendrai demain, si vous voulez. Bien sûr qu'on le veut. Tu es toujours le bienvenu ici, Grognon. Merci les amis. Grognon s'en alla avec son père avec un sourire radieux sur son visage. Les enfants lui dirent au revoir, impatients de le revoir. « Tu as réussi, mon fils. Tu as montré que les ogres et les humains peuvent être amis. » Oui, papa. Et tu sais quoi? Jouer au foot est encore mieux avec des amis. Ils rentrèrent, laissant derrière eux une journée inoubliable pour Grognon et les enfants. Le petit ogre avait réalisé son rêve. Il était à la fois un ogre et un excellent joueur de football. Salut les amis, vous aimez le foot? Abonnez-vous à Fratoons et ensemble, on va faire des matchs de fou. Vous ne voulez pas manquer ça, non? Alors, clique sur le bouton s'abonner et rejoins l'aventure.